Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie? Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans, et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace, dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile faite de tous ces petits riens en apparence, qui pourtant forment le sel de nos vies? Car explorer la soi, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement? Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Entre ce que je pense et ce que je veux dire, entre ce que je crois dire et ce que je dis, entre ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. J'adore cette phrase de Bernard Werber qui résume si bien l'enjeu qu'il y a à communiquer. Et pourtant, ravaler ces mots, les garder pour soi n'est pas une solution non plus. N'avons-nous pas tous fait l'expérience de ces vécus intérieurs qui, une fois nommés et partagés avec l'autre, viennent créer de nouvelles prises de conscience qui nous aident à mieux avancer? Mais pour parvenir à se faire comprendre, à se dire avec authenticité, à mettre de la justesse dans nos communications, revenons à la base, celle d'apprendre à communiquer avec soi, avec le plus de conscience et de sincérité possible. Le fameux « connais-toi toi-même ». Pour cela, j'ai la chance de réinviter Caroline von Bibikoff, communicologue, qui vient nous parler de l'importance de la communication à soi et donc du lien que l'on entretient vis-à-vis de nous-mêmes. Merci Caroline de venir nous partager une fois encore ta riche expérience. Merci Roselyne, bonjour. Bonjour. Alors, pas de communication de qualité à l'autre sans qualité de relation à soi. Quelles sont les principales difficultés d'une relation saine à soi-même et comment la créer selon toi ? C'est une très belle question et évidemment, souvent on va projeter sur l'autre et on va avoir envie d'être dans le « oui, mais si tu n'avais pas dit ça, oui, mais si tu faisais autrement », etc. Et il va y avoir des tensions. La communication à soi, pour moi, c'est d'entendre toutes les différentes voix qu'il y a à l'intérieur de mon royaume. Et moi, je viens du théâtre à la base et j'ai toujours cette image on est un grand spectacle, une grande pièce de théâtre. Et j'ai à l'intérieur de ma pièce de théâtre différents rôles. Je suis la mère, je suis la fille, je suis la voisine, je suis l'entrepreneuse, je suis la thérapeute. Mais tu peux être aussi le camionneur, le boulanger. Je pourrais. Voilà, tu peux prendre des rôles masculins. Mais surtout, je peux être la rebelle et la première de classe. Je peux être celle qui doute et celle qui a confiance. Je peux être celle qui a peur. Et on va voir qu'avec toutes les émotions, avec nos histoires, avec nos blessures, avec nos croyances, avec comment on s'en est sorti des expériences passées, on s'est créé des mécaniques réactionnelles en fait, qui font que il y a cette question de qui est aux commandes et d'où vient ma réaction. Et en fait, mieux communiquer avec soi, ou bien communiquer avec soi, ça va être vraiment être à l'écoute de toutes ces différentes parties de soi qui parlent en moi et quelle est l'émotion qui est présente, puisque c'est vraiment l'émotion qui va me mettre en mouvement dans la relation. Quand il y a de la joie, c'est super, on s'aime, on a les papillons dans le ventre, c'est plaisant. En général, ça ne fait pas d'histoire. Mais si j'ai une peur, la peur d'être abandonnée, la peur d'être jugée, la peur de ne pas être aimée, la peur d'être critiquée, alors à ce moment-là, sans doute mes mots vont être pas ajustés si j'ai pas conscience que c'est cette peur-là qui me guide. Alors je vais commencer à poser plein de questions, je vais commencer à faire des accusations, je vais commencer à faire des suspicions. En tout cas, je vais faire plein de trucs qui vont venir polluer la relation, comme on en a déjà parlé, cette notion de polluer la relation. Et c'est un peu pareil à partir de la colère, s'il y a quelque chose en moi qui fait c'est pas juste que je sois pas considérée, c'est pas juste que je passe après les autres, c'est pas juste que tu mettes plus de temps pour ton travail, et ben quand je suis avec ça, cette colère-là, mes mots, mes phrases vont pas être ajustés parce que de nouveau, je vais faire des reproches, etc. Et donc pour moi, mieux communiquer avec soi, l'enjeu, c'est de développer son intelligence émotionnelle pour sortir du réactionnel et aller dans le relationnel. Et une chose est claire, c'est qu'on ne parle pas, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est vraiment tellement important de le redire, on ne parle jamais bien dans l'émotion, on ne peut que parler bien de l'émotion qu'on a eue, donc avec un petit temps de retard. Et c'est là qu'on sort de l'illusion de vouloir bien communiquer 24 heures sur 24,
En gros, c'est pas possible. On s'exprime. Et quand on s'est mal exprimé ou qu'on a des choses importantes à dire, on peut rentrer dans un espace de communication et de relation. Et tu fais le parallèle avec le théâtre, ça me fait penser à quelque chose qui m'avait beaucoup frappé aussi en impro, c'était l'équilibre de plateau. Et quand un personnage prend trop d'importance enfin il y a l'équilibre physique, mais il y a aussi l'équilibre émotionnel. Et quand un personnage prend trop d'importance, prend trop le lead, il laisse plus la place. Et je pense qu'avec toutes les parts de soi, c'est un peu aussi la même chose. Il y en a parfois un qui prend trop le lead, et il faut aussi écouter les autres parts. Qui ont quelque chose à dire, quoi, pour équilibrer le... Oui, c'est vraiment cette idée-là. Moi, je vois toujours, chacun a ses images. Moi, je vois une calèche avec des chevaux et je fais, et soit les chevaux m'entraînent et je gère rien et je suis prise par le truc, soit j'ai les rênes en main et je fais, attention là où tu vas. Et donc, c'est développer une capacité à s'observer en train de dire, en train d'entendre, en train de faire, en train de ressentir surtout. Et la plupart, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont encore coupées de leurs émotions parce que c'est pas le lieu, c'est pas l'espace. Et donc, ça démarre par déjà une sensation corporelle. C'est-à-dire que l'émotion, elle va se manifester dans le corps. D'abord, une tension dans les épaules, une mâchoire qui se serre, des yeux qui s'assombrissent, des mains qui se raidissent. Et quand il y a cette tension physique, il y a vraiment déjà cette question, mais qu'est-ce que mon corps me raconte? Et le corps va transformer sa prestation physique en information émotionnelle. Et alors, il y a, quelle est l'émotion? Et puis, on en a parlé dans un précédent sur les émotions, mais quelle est l'information, quel est le besoin et quelle est l'attitude ajustée? Et bien communiquer avec soi, c'est pouvoir revenir dans la relation aussi pour dire, voilà, tout à l'heure, je t'ai dit ça, et en fait, ce qui se passait pour moi à ce moment-là, c'est... Et ce chemin-là, il ne se fait pas facilement ou pas automatiquement. Est-ce que tu as des outils justement pour aider à trier un peu ces pensées intérieures et à prendre du recul par rapport à tout ça? Je pense que les outils sont toujours les mêmes. C'est d'avoir du temps de silence, de présence à soi, de respiration, de méditation. J'adore cette image de dire regarder dans le rétroviseur, toujours de faire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça. C'est-à-dire, c'est de mettre de la conscience. La plupart du temps, on fait non, mais j'ai réagi comme ça, mais ça ira mieux la prochaine fois. Et on capitalise sur un avenir sans faire, mais comment est-ce que j'aurais pu faire différemment? Je pense que l'écriture aussi peut aider. L'écriture, oui. Effectivement, pour se déposer, pour clarifier. Et puis, parfois, la parole et le partage avec quelqu'un d'extérieur à la relation qui est en difficulté. Mais pas dans quelque chose de l'ordre de la plainte, parce que le risque, c'est, alors tu vois, il a dit ça, il a fait ça, ou elle a fait ceci, elle a fait cela, et alors je vais rentrer dans la plainte et je vais aller chercher de la validation chez quelqu'un d'autre qui va me faire, t'as raison, ça c'est vraiment dégueulasse. Et c'est mon ego qui va être gonflé sur, oui, tu vois, j'ai raison. Et quand je parle d'écoute, on est plus dans l'écoute silencieuse, l'écoute de l'approche imago, des écoutes qui vont permettre à la personne qui parle absolument pas ni d'avoir des solutions ni des conseils, mais d'être entendue au plus profond d'elle-même pour qu'elle puisse aller une couche en dessous et faire mais qu'est-ce qui se passe pour moi? D'où ça vient cette réaction-là? Et justement, j'ai envie de te demander aussi une question plus personnelle. Comment est-ce que tu évalues ta relation à toi-même et comment est-ce que tu vois qu'elle s'est améliorée avec le temps? Et aussi, la question derrière ça, c'est, selon ton expérience, est-ce qu'on parvient à transformer la relation à soi-même à travers une volonté consciente ou bien ou a-t-on besoin des expériences de la vie pour nous aider, parce que parfois, tant qu'on ne connaît pas autre chose, on ne sait pas réaliser autre chose. Comme, on n'a parfois besoin de prendre des claques. Et donc j'avais envie de te poser un peu la question sur ton propre parcours et ton évolution. Mais déjà, moi, j'ai pas de difficulté avec des claques. C'est-à-dire que j'ai pas de difficulté avec les épreuves. Je pense que depuis toute petite, je les ai acceptées parce qu'elles ont été grandes et fortes. Et que j'ai vu à quel point ça me construisait et qu'il y avait de l'or là-dedans. Et donc la meilleure image, parce que tu me demandes de parler personnellement, moi j'ai pas vu mon père depuis mes 4-5 ans, je l'ai plus vu, et puis tout d'un coup à 19 ans, j'ai reçu une lettre, il existait, il se souvenait de moi.
J'ai été le voir, il habitait à Amsterdam et la petite fille que j'étais avait quitté un papa idéalisé, un prince. Et puis je suis arrivée à 19 ans et j'ai vu un homme aigri, abîmé. Et c'était vraiment un choc. C'était difficile, on parlait plus la même langue, etc. Et je suis rentrée d'Amsterdam quelques heures après cette rencontre. Et je pleurais sur le carreau du train. Et il pleuvait dehors et tout ça. Il y avait de l'eau à l'extérieur, à l'intérieur, ça coulait partout. Et puis tout d'un coup, parce que voilà, c'était l'histoire d'une petite fille abandonnée, pas aimée, qui sent qu'elle n'a pas d'importance, qu'elle en vaut pas la peine, que son père l'a pas choisie. Enfin voilà, et je peux, voilà, c'est un super bagage quoi. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que si mes parents étaient restés ensemble, que s'ils s'étaient pas déchirés, mais je serais pas arrivée en Belgique, je parlerais pas le français, j'aurais pas les amis que j'avais à ce moment-là, je ne serais pas en train de faire de l'impro qui était le truc qui m'avait vraiment relevée et sauvée, et je serais une Hollandaise parlant le néerlandais à Amsterdam, peut-être en train de manger des space cakes ou je ne sais pas quoi. Et j'ai vraiment fait waouh, mais j'aime ma vie. Mais merci. Et si cette histoire n'avait pas été comme ça, je ne serais pas là où je suis. Et ça, c'est l'événement le plus marquant, mais qui m'a aidée dans toutes sortes d'autres épreuves. Il y en a eu d'autres après dans ma vie, qui fait qu'à un moment, je peux regarder, on appelle ça la résilience, le fait de se remettre droit. Et donc, c'est cette idée de faire... La vie, elle n'est pas faite pour être toute douce, toute tendre. Ça ne nous fait pas grandir, ça ne nous renforce pas. Et donc l'idée, c'est aussi de ne pas dire « j'espère qu'il ne va rien arriver à mes enfants », c'est « j'espère qu'ils auront les ressources en eux quand il leur arrive quelque chose pour le traverser, pour grandir de ça ». Et donc pour répondre à ta question sur ma relation à moi, oui, je pense qu'elle s'améliore, même si je dois reconnaître qu'il y a des moments où je ne suis pas tendre avec moi et que je n'arrive pas à rentrer dans cet amour. L'accueil que je peux avoir pour des personnes en consultation, pour mes enfants, etc., quand j'accompagne, je vois que je ne l'ai pas toujours pour moi, parce que je vais me juger, me critiquer, et je suis trop ceci, je ne suis pas assez ça. Et dans tous mes personnages, j'ai une perfectionniste. Dans tous mes personnages, j'en ai une qui est encore très attentive au regard des autres, et qui donc j'ai le regard le plus dur sur moi-même, parce que la peur du regard des autres, finalement, c'est souvent notre propre regard qui est le plus douloureux. Donc il y a du chemin encore et toujours. Néanmoins, j'adore vieillir parce qu'il y a chaque année de l'expérience en plus, de la sagesse, de la compréhension, et que je préfère 1000 fois comment je regarde la vie aujourd'hui, comment je réagis, comment j'interagis, comment je comprends et comment je relationne que quand j'avais 15 ans, 20 ans, 30 ans même. Et voilà. Tu as parlé de résilience, tu as parlé de ressources. Comment est-ce que tu aurais envie de... Tu as parlé justement, est-ce qu'on espère que nos enfants aient c'est pas qu'il n'y ait pas d'épreuves, c'est qu'ils aient les ressources pour vivre les épreuves. Comment est-ce que tu définirais un peu ces bases qui créent une capacité à surmonter ? J'ai une amie qui a ce truc de la confiance absolue en elle. Et elle parle souvent de ses parents, de ce que ses parents lui ont donné. Et elle dit... Ils n'ont jamais laissé de la place au doute sur le fait que j'avais des compétences. Ils n'ont jamais mis en chantage leur amour. Donc il n'y a pas eu de « si tu fais ça, je vais mieux t'aimer ». Attention, je vais me mettre en colère. Donc il n'y a pas eu de rupture du lien. Et je pense qu'il y a cette notion d'avoir ce regard parental de personnes qui vont croire en nous, qui vont nous aimer absolument quoi qu'on fasse, qui vont nous inviter à réfléchir à partir de nos expériences plutôt que de dire tu as fait une erreur, etc. Et c'est ça, en fait on parle d'élever un enfant et c'est beau ce terme parce que c'est vraiment l'emmener à aller plus haut et comment je peux t'aider à t'élever pour que tu sois droit debout et que tu marches avec l'acceptation de... peut-être que c'est l'idée de ne pas avoir un projet sur ses enfants, ce qui est compliqué, parce qu'en fait on retrouve le même truc qui est la déception liée à une attente. Si j'ai une attente, et j'ai 3 enfants, et donc je vois bien, il y en a avec qui c'est plus difficile parce que peut-être j'ai eu des attentes qui me ressemblent, qui soient d'une certaine manière, et cet enfant-là, je pense au premier qui fait... Depuis le début, il fait « je ne suis pas comme tu attends que je sois. Est-ce que tu peux m'aimer quand même ?» Et chaque fois, je reviens à
Le plus important, c'est de garder le lien et c'est d'apprendre la différence. Finalement, cet enfant-là m'apprend à aimer la différence. Et comme j'ai l'amour d'une mère pour un enfant, j'arrive à faire le chemin peut-être plus facilement qu'avec mon voisin que je vais pas comprendre dans sa différence. Donc voilà, je crois que nous élevons nos enfants, mais nos enfants nous élèvent beaucoup aussi, en fait. Donc c'est une forme de sécurité, d'amour, une forme, quand je parle de ressources ou de résilience, c'est comme une base où on sent que quoi qu'il arrive, on peut avancer sans perdre le lien C'est exactement ça. C'est la sécurité du lien, la sécurité de tu peux exister pour qui tu es et la sécurité de tel que tu es, je t'aime. Et combien de personnes, et parmi toutes les personnes qui nous écoutent, peuvent juste faire oui, bien sûr, je fais des choses pour être aimé, ou il y a des choses que je ne fais pas pour ne pas être aimé, pour ne pas prendre le risque en fonction de ce que je vais dire, de comment je vais m'habiller, de comment je vais faire, comment je vais servir les autres, etc. Alors, derrière ta question, il y a oui, mais si on ne l'a pas reçu, parce que les parents font du mieux qu'ils peuvent et en fonction de leur histoire et de leurs ressources du moment, et c'est ça la vie aussi. Mais quand on l'a pas reçu, ça fait partie de notre chemin, effectivement, de le construire. Et peut-être que fondamentalement, c'est ça, la vie humaine, c'est d'apprendre cet essentiel. C'est-à-dire qu'on l'a pas reçu de nos parents, et puis à l'âge adulte, on a besoin d'introjeter un père et une mère intérieure, c'est-à-dire une partie structure et une partie bienveillance. Si je prends les archétypes du père et de la mère, vraiment pour donner ça de manière archétypale, et on voit que quand nous l'avons pas construit, on peut le construire en développement personnel, en thérapie, etc. On peut construire ça à l'intérieur de nous, et quand on l'a pas construit, on va le chercher chez les autres. Et c'est ça qui va rendre un peu flou les relations. Je connais des gens qui font pas, ils font pas l'amour depuis longtemps et ça leur manque. Mais quand on décortique la relation, il y en a un des deux qui se comporte comme un enfant dans la relation et l'autre comme un parent. Ils sont tellement coincés dans ce schéma qu'on fait c'est normal que vous faites pas l'amour, ce serait incestueux énergétiquement. Et puis ils tournent les rôles et puis comme ça. Mais il y a aussi des couples qui sont basés sur quelque chose de très fraternel. On s'aime comme des frères et comme des sœurs. Pareil, on fait pas l'amour parce que ça marche pas dans cette relation-là. Et c'est comme si dans la relation de couple, on va aller rechercher ce qui nous a manqué. S'il y a de la conscience, c'est super, on peut le voir et on peut cheminer ensemble la plupart du temps parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'a pas fait de psychologie, parce qu'on n'a pas été éveillé à ça. On n'a pas cette conscience de qu'est-ce que je viens chercher chez l'autre pour réparer mon histoire. Très intéressant. J'ai envie de te poser une dernière question. J'ai souvent remarqué que tu mets dans ton environnement personnel, et je trouve ça, c'est quelque chose qui me frappe chaque fois chez toi, j'adore. Tu mets toujours des phrases inspirantes, que ce soit des mots dans les toilettes, dans ton salon, dans ton cabinet de consultation. Il y a un peu partout soit des mots, soit tous des textes ou des phrases. Et quelle valeur donnes-tu justement aux mots et à leur impact sur nos consciences et nos inconsciences ? C'est vrai, j'aime beaucoup les citations, les images aussi. Je fais beaucoup de collages de vision comme ça. Mais je dirais ça vient de cette notion en premier était le verbe créateur, la pensée créative, et rien que d'avoir des formulations positives. Le regard, il est attiré, il regarde, hop, ça donne une information. Et c'est tellement... j'ai l'impression que ça nourrit un mode de pensée, que ça ouvre continuellement le cœur et que c'est une invitation. Et effectivement, alors il y a cette idée, comment est-ce que je peux soigner mes pensées ? Ce serait une manière de bien communiquer avec soi. Déjà, si je suis dans la victimisation, dans l'accusation à longueur de journée, c'est sûr que c'est ça que je vais avoir en face de moi. Et si je commence à changer mes pensées, si au lieu de dire « non mais j'y arriverai pas, je sais que j'y arriverai pas », et si j'y arrivais ? Et si c'était possible ? Et qu'est-ce que ça induirait si c'était possible ? Et comment je me sentirais, etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a dans les mots une invitation à penser autrement, à penser joliment, à mettre de la poésie dans la vie, et ça... Je trouve que ça manque aussi. Toi, tu le fais avec des dessins, tu le fais avec des couleurs, tu le fais avec ce langage-là. Moi, mon langage, c'est les mots. Et je pense que j'écris autant que tu dessines, avec autant d'élan.
Donc, je pourrais te retourner la question, tu vois, qu'est-ce qui se passe quand il y a des dessins partout? Et je pense que c'est ta manière de faire passer un message, de comprendre la vie, de l'embellir. Et je pense qu'on fait la même chose, mais avec chacune notre média. Tout à fait. Et un peu, c'est comme les mantras aussi, je pense, la manière dont tu... Enfin voilà, ça nourrit tout un environnement intérieur et extérieur. Oui. Eh bien, écoute, un tout grand merci pour cette nouvelle... ce nouveau partage. Merci Roselyne, merci pour toutes ces capsules et merci à ceux qui nous écoutent.